Tous les plats cuisinés pendant l'émission sont remis à des organismes soutenus par la Moisson Mascoutaine. À peu près tout le monde en a un, alors je vous parle de votre unité de cuisson, soit votre poêle et votre four. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Le but de l'émission aujourd'hui, c'est de vous aider à bien choisir et à bien utiliser votre four. Les fours ont différents types de chaleur qui ont chacun leur avantage et leur inconvénient. On va laisser de côté aujourd'hui le poêle et le four à gaz. Il y a quelques semaines, on a vu dans les médias qu'on recommande fortement de ne plus utiliser les fours à gaz dans les maisons parce que ça laisserait possiblement un résidu dans l'air qui pourrait être mauvais pour notre santé. Pour commencer, il y a le four qu'on dit à convection naturelle, c'est-à-dire le four standard. C'est une vieille technologie qui exploite les fours et ce sont les moins chers sur le marché. La chaleur est produite par des éléments qui sont placés en haut de la cabine qu'on nomme résistance de voûte et dans la partie basse aussi la résistance de sol. Ces fours qu'on dit standard ont une chaleur qui provient de la voûte et de la sole. Quand vous allumez votre four à 350 par exemple, les éléments de la sole et de la voûte vont s'allumer tous les deux et chauffer jusqu'à temps que votre four atteigne 350 degrés. Quand la chaleur, elle est atteinte, c'est la chaleur de la sole, donc la chaleur du fond du four qui va prendre le relais presque complètement parce que la chaleur monte. Les fours qui exploitent les autres technologies possèdent aussi ces deux éléments-là, ce qui nous permet notamment d'utiliser les fours à broil pour faire gratiner ou pour rendre les choses plus croustillantes. Pour la tarte aux fruits, on a besoin de petits fruits. À l'occurrence, moi ici, j'ai des bleuets du jardin. J'ai besoin de sucre, j'ai besoin de tapioca ou de fécule de maïs. Alors le tapioca, c'est le tapioca qu'on prend pour faire la pouding au tapioca. Je ne vous ai pas donné de quantité. Par assiette à tarte, on compte environ 2 à 3 tasses de fruits, dépendamment de la grosseur de votre tarte. Et pour chaque tasse de fruits, je mets environ 1/4 de tasse de sucre et 1 cuillerée à table de tapioca ou de fécule de maïs. Dans le cas présent ici, j'ai 6 tasses de bleuets parce que j'ai 2 tartes. J'ai 1 tasse et demie de sucre, 6 cuillerées à table de tapioca et l'œuf, ça va être pour faire ma dorure puis coller ma pâte tout à l'heure. Si c'est des fruits frais, on peut verser les fruits frais directement dans la pâte à tarte, saupoudrer le sucre et la fécule de maïs dessus ou la tapioca dessus et on va refermer avec l'autre pâte à tarte. On va sceller ça comme il faut, on envoie ça au four cuire 35-40 minutes jusqu'à temps que le fond de tarte soit vraiment bien cuit. Comme ici, j'ai des fruits congelés, je porte toujours mes fruits à ébullition avant de mettre dans ma pâte à tarte parce que sinon, ça la liquéfie beaucoup. Notre pâte à tarte, elle devient vraiment très liquide. Alors, je vais mettre mes bleuets, mon sucre et mon tapioca et je vais porter ça à ébullition. Si vous utilisez de la fécule de maïs, c'est la même façon de faire et c'est super important de mettre la fécule de maïs quand c'est froid parce que si vous mettez de la fécule de maïs dans quelque chose de chaud, ça va faire des... ça prendra pas, ça va faire comme juste des motons. Fait que le petit sucre, mon tapioca. J'ai une plaque à induction ici. Alors, mon chaudron est magnétique, mon fond est vraiment plat aussi. Alors, c'est deux choses qui sont importantes quand on travaille sur une induction. Là, c'est sûr que c'est gelé, fait que ça va prendre un petit peu de temps, un petit peu plus de temps que si c'était de l'eau, évidemment. Si jamais vous auriez choisi dans vos fruits de la rhubarbe, je vous propose vraiment d'augmenter un petit peu la quantité de sucre parce que ça va être astringent. Puis aussi un petit peu la quantité de tapioca, de fécule de maïs
parce que l'acidité vient altérer la liaison. Ça devient moins épais parce que c'est un petit peu acide. Si dans mes autres fruits, je mets une cuillerée à table de fécule de maïs, quand j'ai de la rhubarbe, je vais mettre une cuillerée à table et demie de fécule de maïs. Quand on s'aperçoit que c'est pas tout à fait assez pris à notre goût puis que ça l'a bouilli 3-4 minutes, là, on peut rajouter du tapioca. Ça va épaissir. La raison pour laquelle j'aime travailler avec le tapioca, c'est que quand je vais la congeler, la liaison va rester quand même. Tandis que la fécule de maïs, à la congélation, la liaison casse complètement, donc ça redevient liquide, comme si vous n'aviez pas mis d'épaississant dedans. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, j'aime beaucoup travailler avec le tapioca. Si vous aviez travaillé avec de la fécule, on aurait dilué la fécule dans un petit peu d'eau froide avant de le jeter dans nos fruits. Je vais... Ça va être bon, ça. On va venir dorer nos bords de tarte, comme ça. Si vous les faites cuire immédiatement, c'est correct de mettre votre appareil chaud dedans. Mais si vous ne pensez pas les faire cuire, c'est mieux de mettre l'appareil froid dedans. La chaleur va faire fondre votre gras dans la pâte, puis ça va donner une texture moins le fun. C'est clair? Je vais placer mon dessus dessus. C'est important d'y faire des petits trous pour faire une cheminée pour que la chaleur sorte. On va venir la placer. Et on va venir la sceller vraiment comme il faut. On va l'aplatir avec une fourchette pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou sur le bord puis que ça déborde dans le four. On n'aime pas ça quand ça déborde dans le four. Il y a cette méthode-là aussi pour fermer les pâtes à tarte. On pince la pâte. Je vais remettre de la dorure dessus pour que ça cuise bien. Quand vous avez un four à convection, ce que j'ai ici, j'ai une vraie convection, on peut programmer, on peut allumer notre four sans faire fonctionner la convection. Alors, ça fonctionne comme un four conventionnel à ce moment-là. Puis c'est vraiment ça que je vais vous montrer là, avec les cuissons qu'on va faire aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire cuire des muffins ou un gâteau, puis que vous placez vos moules dans la partie basse du four, c'est pratiquement certain que votre gâteau ou vos muffins vont cuire du fond parce que la chaleur est intense dans le bas du four et qu'en montant, il y en a un petit peu moins parce que la chaleur de la voûte est moins intense. Ça va faire que votre gâteau va être brûlé au fond et pas cuit sur le dessus puis au milieu. C'est pour ça qu'on place toujours les gâteaux et les muffins dans la partie centrale du four, ce qui nous éloigne de la chaleur la plus forte et nous rapproche de la chaleur qui est un peu moins forte. Ça va équilibrer la cuisson puis ça va nous faire réussir nos gâteaux parfaitement. Si vous prenez une tarte que vous voulez faire cuire et que vous la faites cuire dans la partie supérieure du four, c'est exactement le contraire qui va arriver. Parce qu'une tarte, le fond, c'est pratiquement toujours un appareil humide dessus. Alors, si vous la mettez dans le haut du four, c'est votre dessus de tarte qui va cuire, qui va dorer, mais le fond de la tarte ou du pâté, lui, ne sera pas cuit parce que la chaleur n'est pas assez proche pour faire assécher votre pâte avant que tout le liquide sorte de votre garniture. Donc, quand on fait cuire une tarte ou un pâté, c'est toujours dans la partie inférieure du four pour que la chaleur soit le plus près possible du fond de la tarte. Donc, ma première tarte au bleuet qui a cuit en bas, elle est prête. Puis,
Si je la soulève, on va essayer que je ne l'échappe pas. Je vois que mon dessous est tout bien doré. Maintenant, si je sors l'autre tarte, elle est plus dorée sur le dessus, moins avancée au niveau de la cuisson parce qu'elle bouillonne beaucoup moins que elle. Puis, on voit que le dessous de la tarte, il est blanc. Fait que pour celle-ci, je vais la mettre quelques minutes en bas pour faire cuire le fond comme il faut. Après ça, ça va être pas mal bon. Le four à chaleur tournante ou à la chaleur forcée ou ce qu'on va appeler aussi une fausse convection. Comme le four conventionnel, il y a un élément à la voûte et un élément à la sole. Mais au fond du four, il y a un ventilateur qui fait circuler la chaleur. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaleur tournante. L'avantage de ces fours-là, c'est qu'on peut utiliser pour faire plusieurs pâtisseries en plusieurs grilles. Et comme l'air circule beaucoup dans ces fours-là, ça nous permet de faire des cuissons sur plusieurs grilles. Alors, 3 plaques à biscuits, ça fonctionne bien, ce qui nous permet de gagner du temps. Ils sont un peu plus rapides aussi au préchauffage parce que, évidemment, la chaleur circule. On a aussi le four à chaleur brassée. C'est ce qu'on appelle le four à convection, le régulier. Alors, ce four-là, comme les 2 fours précédents ont une résistance à la voûte et une résistance au sol, et il y a aussi un ventilateur dans le fond, mais autour du ventilateur, il y a un autre élément qui permet de pousser de la chaleur dans le four. Ces fours-là, pour maintenir la chaleur, généralement, c'est seulement que l'élément du fond qui fonctionne. C'est pour ça qu'on appelle ça une chaleur brassée ou une chaleur pulsée. Les avantages de ces fours-là, c'est qu'ils ont une température plus homogène qu'en chaleur statique. La cuisson est plus rapide aussi. Donc, plus que vous avez de résistance dans le four, ça veut dire que les fours à vraie convection, 3 résistances, et les fours à fausse convection, 2 résistances. Bien, plus que de résistance dans le fond, plus que d'éléments, plus que ça va cuire vite. Donc, vous devez réduire la température de 25 degrés à peu près quand vous avez une vraie convection. Dans ces fours-là, on peut évidemment faire cuire sur plusieurs grilles en même temps, puis c'est pas obligé que ce soit les mêmes choses, ça se mélangera pas les saveurs. Les 2 seuls défauts de ces fours-là, c'est que, bien, premièrement, la ventilation, ça fait du bruit. Et l'autre aussi, c'est que plus qu'il y a de résistance, plus ils sont chers aussi. Ceci dit, en économie d'énergie, ça vaut la peine. Il est possible d'acheter des fours à 2 cavités, c'est-à-dire un four en haut et un four en bas. Ça, ce que ça permet, c'est que ça permet de cuire à 2 chaleurs différentes. C'est pas tout le monde qui a ça, c'est pas absolument nécessaire, mais si vous cuisinez vraiment beaucoup, bien, peut-être que vous pourriez vous payer ça, mais c'est sûr que c'est vraiment plus dispendieux. Dans un malheureux cas où il y aurait le feu qui prendrait dans votre four parce qu'il y a du gras qui est renversé, parce que la chose à faire, c'est de ne pas ouvrir le four. Vous fermez le four et vous attendez que ça se passe. Parce que si vous ouvrez la porte du four parce que vous êtes « Oh mon Dieu! » C'est un réflexe normal qu'on a. Mais ce que vous allez faire en faisant ça, c'est que vous allez donner de l'oxygène à votre feu et là, ça va être encore plus vivant. C'est important, si jamais le feu prend dans le four, vous restez calme, vous fermez le rond, vous essayez même pas d'aller mettre du sel ou du soda là-dessus, là, c'est pas un rond de poêle. Vous laissez ça fermer puis vous attendez que ça passe. Pour le gâteau aux tomates ou à la soupe aux tomates, vous allez avoir besoin de 3/4 de tasse d'un quart gras solide. Alors, ça peut être de la graisse végétale, ça peut être du beurre, ça peut être de la margarine.
Alors moi, comme le gâteau s'adresse à des gens qui ont des intolérances au lactose, j'ai choisi la graisse végétale. Une tasse de sucre, 2 œufs, une boîte de crème de tomate, Campbell ou Elmer, là, peu importe ce que vous avez, 3/4 de tasse d'eau bouillante, 3 tasses de farine, une cuillerée à table de poudre à pâte, une cuillerée à thé de cannelle, une cuillerée à thé de clou moulu, une cuillerée à thé de muscade, une tasse de raisin sec et une cuillerée à thé de soda à pâte. Je tiens à remercier la Fondation Bon Départ qui nous a offert les mixeurs, les plaques à induction, les batteries de cuisine. Alors, tout ça pour un beau projet qui s'en vient avec des groupes de jeunes. Merci beaucoup. On va faire chauffer l'eau pour avoir de l'eau bouillante. Tout à l'heure, j'ai fait une tarte et j'avais de la dorure. Et il y en a beaucoup qui me disent, Chantal, quand on a fini avec la dorure, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme j'en ai pas pris beaucoup, je vais prendre ma dorure, que j'avais mis un œuf dedans avec une cuillère à soupe d'eau, et je vais remplacer un œuf. Bien, je vais utiliser 2 œufs, mais il y en a un qui m'a servi de dorure tantôt et c'est parfait, plus un autre nouveau. On va mélanger ensemble la crème de tomate, l'eau bouillante et le soda. On va mélanger ensemble et on va mettre ça de côté. Dans mon petit bol, je vais, avec la farine, je vais ajouter la poudre à pâte et les épices, une cuillerée à thé de chaque. Dans mon grand bol, je vais mettre mon gras, le sucre et ensuite l'œuf. Là, bien sûr, on prend toujours un gras solide mais mou, parce que si vous prenez du beurre dur pour faire ça, peut-être que vous allez vous ennuyer un peu. De moi ou de votre mère, ça dépend. On mixe ça jusqu'à temps que ce soit vraiment très mousseux. On va ajouter la farine en alternance avec le mélange de crème de tomate. Et on va brasser ça jusqu'à temps que ça devienne très homogène. Alors, une alternance, c'est toujours 3 coups de farine pour 2 coups de liquide. Fait que c'est toujours ça pour faire rentrer le maximum d'air dedans, pour favoriser l'émulsion de tout ça. Pour ceux qui ont une sainte horreur des raisins secs, ça pourrait arriver. Je peux vous proposer de mettre des dattes hachées dedans, mais si vous mettez des dattes, ayez la main moins lourde sur le sucre parce que sinon, ça va vraiment être trop sucré. Parce que je ne veux pas gaspiller de nourriture. Alors, je vais faire une plaque de gâteau à la bonne hauteur dans le four et je vais en faire une autre trop basse. Fait que ma trop basse, je suis convaincue qu'elle va brûler du fond, mais je vais juste vous montrer la différence. Fait que c'est ça, fait que je ne veux pas trop en gaspiller, fait que je vais en mettre juste 2 pour celle-là. Alors, vous faites cuire ça à 350, 1 heure si vous avez mis votre gâteau dans un moule tubulaire ou 20 minutes si vous avez mis ça dans des moules à muffins. Voilà, ceux qui sont cuits dans le bas du four. Et voilà, ceux qui sont cuits au bon endroit dans le four. Si on compare le fond, comment est-ce qu'il est foncé par rapport à lui? Celui-là, là, c'est sûr qu'il va avoir un peu collé dans le fond du papier parce qu'il est vraiment comme trop cuit. Mais celui-là, ça va être juste parfait. On voit juste même au toucher là, que ça va être juste parfait.
poêle maintenant. Le dessus, la surface de cuisson. Moi, j'ai connu quand j'étais plus petite, ça va trahir mon âge, les ronds en fonte. C'était comme un serpentin, une résistance qui était en dessous d'une plaque de fonte. C'est des ronds qui fonctionnent très bien. Le désavantage de ces ronds-là, c'est que quand vous l'allumez à 8, bien, il reste à 8. Chaque chiffre à votre bouton d'intensité va justement donner une intensité à la résistance. C'est pas une température, c'est qu'il va chauffer plus s'il est à 8 que s'il est à 7, mais c'est toujours la même quantité d'énergie qui circule dedans. Et le rond en fonte, quand vous baissez votre feu, c'est beaucoup moins rapide de faire descendre la chaleur dans le fond du chaudron. On a les poêles à serpentin qui sont encore présents dans les magasins. Alors le serpentin, bien sûr, c'est l'élément qui chauffe là, le chaudron. Le bouton d'intensité, c'est la même chose. Quand il est à 3, c'est une intensité de chaleur. Quand c'est à 2, c'est une autre intensité de chaleur, mais c'est toujours la même chaleur quand c'est à 2, puis c'est toujours la même chaleur quand c'est à maximum. Alors, ça n'a pas une sonde, dans le fond, dans le rond, pour qu'à 1 degré, le rond s'arrête puis qu'il recommence. OK? C'est vraiment toujours la même intensité. C'est sûr qu'elle est appelée à disparaître parce qu'on a des choses de plus en plus performantes qui arrivent sur le marché. Il faut aussi dire que c'est la plus énergivore au niveau de l'énergie, de l'électricité, justement parce que c'est pas contrôlé par la température. Les vitraux céramiques maintenant, alors ça c'est très en vogue, hein? C'est ce qu'on retrouve le plus, je pense. L'avantage de la vitrocéramique, c'est que c'est comme un serpentin qui est en dessous de la vitrocéramique, sauf que celle-ci fonctionne avec un degré de température. À 8, c'est tel degré de température. À 7, c'est tel degré de température. Et quand la température, elle est atteinte, le rond va baisser sa puissance un peu, ce qui nous permet d'économiser de l'énergie. La vitrocéramique nous permet de mettre vraiment des choses qui sont lourdes dessus. Inquiétez-vous pas, ça ne cassera pas. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça devient par contre très, très chaud, donc c'est difficile à laver si vous avez fait renverser du sucre dessus. Là. Pour ceux qui posent la question, oui, les autoclaves et les Presto peuvent aller sur une vitrocéramique, ça fonctionne très bien. Moi, je l'ai fait souvent, puis j'ai jamais eu de problème avec ça. Contrairement à ce qu'on pense, hein, l'induction, ça fait plusieurs années que ça existe. C'est d'ailleurs beaucoup plus populaire en Europe que celui ici. L'induction, c'est le moins énergivore parce que c'est pas un élément qui chauffe, mais c'est bien une vibration due à un magnétisme qui fait frotter les électrons ensemble, puis ça fait en sorte que c'est ça qui chauffe. Quand vous achetez une surface de cuisson à induction, on doit s'assurer que nos chaudrons, nos casseroles ont un fond bien plat et on doit s'assurer aussi que notre casserole doit être magnétique. L'induction fonctionne aussi avec un thermostat, c'est-à-dire que quand vous allumez votre feu, il va atteindre une certaine température et quand la température elle est atteinte, bien, la vibration, le magnétisme, il descend un peu pour maintenir la température. C'est la surface de cuisson qui est la plus rapide parce que le magnétisme agit beaucoup mieux qu'un transfert de chaleur par serpentin ou par la vitrocéramique. Alors, le magnétisme fait vraiment vibrer tout ce qui est dans la casserole. Alors oui, ça va vraiment plus vite faire chauffer là-dessus. C'est ce qui nous permet de, 1, d'économiser d'énergie et de 2, de vraiment faire les choses plus rapidement, là. Pour les biscuits au beurre d'arachide, vous allez avoir besoin de une tasse de beurre d'arachide. Vous pourriez prendre du beurre d'arachide croquant, ce serait tout aussi bon. Ça pourrait être un autre beurre de noix aussi. Une tasse de beurre, pas question de le remplacer par une autre sorte de gras. Une tasse de sucre, une tasse de cassonade, 2 tasses de farine, 2 cuillerées à thé de soda. Il faut mélanger la farine et le soda ensemble. Alors, tous les autres ingrédients, on les met dans un grand bol et on les fouette ensemble pour que ça ait une consistance mousseuse et très homogène.
notre gras, nos sucres, les œufs sont bien mélangés ensemble. On va incorporer la farine à la spatule parce qu'on va faire mourir le batteur de toute façon. Bien sûr, quand on fait un biscuit, on prend toujours un gras mou, pas un gras dur, mais pas un gras fondu non plus. Parce que sinon, chimiquement, ça ne marchera pas. Ça va vous faire un biscuit qui va avoir vraiment l'air gras à la cuisson, puis ça change la texture du biscuit. Là, moi, j'ai décidé d'y aller tout d'un coup, mais à la maison, soyez plus fin que moi. Si vous utilisez un batteur sur socle, rendu à cette étape-là, vous pouvez changer le fouet pour installer la main. Puis là, le travail se ferait vraiment tout seul là, pour les enfants, petits comme les grands. Échapper des brisures de chocolat dans cette préparation-là, ça fait des heures. Ensuite, on va plaquer par petites boules d'une cuillère à soupe à peu près. Moi, j'aime bien prendre la cuillère à crème glacée, cuillère à portionner parce que ça fait des petites boules toutes égales. Puis, ça uniformise la cuisson dans le fond. Ces petites boules-là, vous pourriez les congeler puis ensuite les mettre en plaque pour les cuire plus tard. Alors, on les laisse toujours décongeler sur la plaque et ensuite, avec une fourchette, on va venir les aplatir comme ça. On va cuire ça au four, dans le haut du four à 375, entre 12 et 15 minutes, dépendamment de la grosseur à laquelle vous aurez fait vos biscuits. Si votre biscuit est trop proche de la sole, c'est-à-dire du fond du four, ils vont brûler complètement en dessous et sur le dessus, ils ne vont pas cuire. On sait qu'une cuisson de biscuit, c'est généralement pas long. Et si on veut que notre biscuit soit bien doré, on va le placer dans la partie supérieure du four. La chaleur de la plaque est assez chaude, assez incandescente pour cuire le fond du biscuit pour que le dessus dore juste comme il faut. Rappelez-vous que dans un four standard, c'est en ordre alphabétique. Alors, les biscuits en haut, les gâteaux au centre et les tartes en bas. Alors, parce que j'ai mis cette plaque à biscuits-là sur la dernière grille en bas, juste pour vous montrer à quel point ça peut faire différent. Fait que si je revire mon biscuit de bord, et voilà. Et si je revire celui-là, et voilà. Moi, ma préférence va vraiment sur eux. Mais quand on met nos biscuits trop bas dans le four, c'est ça que ça fait. Je vous remercie d'avoir été avec moi en ce début de 2023. Je vous invite à aller visiter le site de la Moisson Mascoutaine pour plus d'informations et toutes les recettes. Je vous attends la semaine prochaine. On va parler de l'alimentation biologique. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.